Bonjour, on va continuer notre série de révisions sur les fonctions holomorphes et cette fois-ci on va voir pourquoi, une fonction holomorphe est développable en série entière. Donc on va écrire le théorème suivant. Soit U en ouvert de C f de U dans C une fonction holomorphe, Z0 un élément de U, et R un rayon strictement positif tel que le disque de centre Z0 et de rayon R soit contenu dans U. Alors, on peut écrire f de z sous la forme somme pour n allant de 0 à l'infini des AN. Donc il existe une suite de nombres complexes à n qui ne dépend bien sûr pas de z, tel qu'on puisse écrire f sous cette forme, donc comme une série entière en puissance de z moins z0. Donc f est développable en série entière au voisinage de chacun de ces points. On dit que f est chacun des points du domaine, on dit que f est analytique. Et si on a un U comme ça, bon, on prend notre point Z0, on prend un disque, et on montre qu'on a convergence de la série sur tout le disque, enfin qu'on a une série entière qui converge sur tout le disque. Donc en fait, vu que ce qu'on veut montrer est valable seulement sur tous les disques contenus dans U, on peut supposer que, quitte à réduire que U est un disque, alors oui, on remplace U par le disque de centre Z0 et de rayon R, le disque ouvert, et ensuite, quitte à translater, on peut aussi supposer que Z0 égale à 0, ça va juste être plus simple pour écrire au tableau. Ben oui, je remplace f de z, ben je voudrais que z moins z0 devienne mon h, donc je translate par z0. Donc je cherche maintenant une fonction, je remplace f par f de z0 plus h. Ça c'est ma fonction de h, donc je suis en train de développer en 0. Et ensuite, quitte à dilater, quitte à composer par une homothétie, je vais aussi pouvoir supposer que R égale 1. D'accord ? Si j'arrive à montrer ce résultat pour un disque de centre 0 et de rayon 1, ensuite, quitte à composer par une homothétie et une translation, j'ai le résultat pour n'importe quel disque. Ok. Alors, bon, j'effacerai le théorème juste après. Donc on se place dans ce cas-là, et la formule de Cauchy nous dit la chose suivante. Pour tout z dans D, f de z, alors déjà combien vaut l'indice de z si je prends l'indice de z par rapport au cercle, alors là je vais peut-être, juste pour me simplifier la vie, ça ne change rien, mais je vais supposer que le disque fermé est contenu, parce que comme ça ici ma fonction est définie pour r égale 1. En vrai ça ne change rien puisque le disque ouvert c'est la réunion des disques fermés de rayons plus petits. Donc si la série converge sur tous les disques fermés qui sont contenus, alors elle converge aussi sur le disque ouvert. Du coup, c'est juste que ça me permet ici, je suppose comme ça que f est défini aussi sur le cercle unité pour éviter d'avoir à traîner un R dans mon calcul. Donc si je prends un Z maintenant à l'intérieur du disque ouvert de centre 0 et de rayon 1, donc que j'appelle D, je vais quand même écrire ici que ça c'est mon disque ouvert de centre 0 et de rayon 1. La formule de Cauchy me dit que f de z fois l'indice de z par rapport au cercle, qui vaut 1, vaut 1 sur 2 pi, intégrale sur le cercle de f de xi sur xi moins z dxi. Donc ça c'est juste la formule de Cauchy appliquée au chemin gamma qui est le cercle de centre 0 et de rayon 1, et j'ai bien supposé ici que l'image de ce chemin était contenue dans mon ouvert. Et ça fait 1 sur 2 pi, intégrale entre 0 et 2 pi, f de xi c'est f de exponentielle it sur exponentialité
moins z fois, il ne faut pas que j'oublie ma dérivée, j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Le paramétrage, c'est exponentielle it. Quand je le dérive, ça fait i fois exponentielle it. Donc j'ai déjà simplifié le i ici, donc il me reste exponentielle it dt. OK. Je vais remettre plein de cris sur le tableau. Et maintenant, tout le miracle de la formule de Cauchy, c'est qu'en fait, cette représentation intégrale nous donne plein de propriétés de f quasiment gratuitement. On écrit que exponentielle it sur exponentielle it moins z, ça c'est juste, donc pour t entre 0 et 2pi, hein, ce qui apparaît dans mon intégrale, ça c'est juste 1, je divise par exponentielle it partout, c'est 1 sur 1 moins z exponentielle moins it. Je multiplie par exponentielle moins it partout, c'est ça qui reste. Et ça, comme j'ai supposé que z était dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1, son module est strictement plus petit que 1, c'est la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini des z puissance n exponentielle moins int. OK? Et cette série, en fait, la série somme des r puissance n, somme des z à la puissance n, elle converge uniformément sur tout compact contenu dans le disque unité, c'est la comparaison avec les séries géométriques. Si vous voulez juste sur tout disque fermé de rayon strictement plus petit que 1, en particulier ça converge uniformément sur le cercle de centre 0 et de rayon module de z. Donc ça, si je vois comme une fonction de t, enfin comme une série de fonctions en t, ça converge uniformément. Ça converge même normalement. Quand je mets le module, je vois somme des modules de z à la puissance n. Ça va être important parce que je vais pouvoir échanger intégrale et série juste par convergence uniforme sur un segment. Donc, on peut, si je réécris ma formule de Cauchy, elle me donne que f de z vaut 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi de f de exponentialité. On va tout de suite écrire ça en mettant la série. Somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini des zn exponentielle moins int fois f de exponentielle it, le tout dt. Bien, mais ce que je viens de dire, c'est que cette série-là converge normalement. Ça, c'est juste une majorée par une constante. Hein. F, elle est continue sur le cercle de centre 0 et de rayon module de z. F, elle est continue sur tout mon disque. Du coup, pardon, et de rayon 1, f, ce qui apparaît, c'est une fonction sur le cercle unité, mais j'ai supposé qu'elle était continue sur un ouvert qui contenait le cercle unité, même holomorphe. Et donc, ici, je peux échanger somme et intégrale juste parce que j'ai convergence uniforme d'une suite de fonctions continues sur un segment. Donc là, si vous voulez, vous pouvez appliquer le théorème de convergence dominée, mais c'est beaucoup plus simple. On obtient donc la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini de intégrale de 0 à 2pi. Alors, je vais mettre le 1 sur 2pi ici. De 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de exponentielle moins int f de exponentielle it, le tout fois z à la puissance n. J'ai juste mis mon z en facteur, puisque mon zn en facteur, puisque du point de vue de quand j'intègre en t, zn c'est une constante. Donc jusque-là, z était bien sûr juste un complexe fixé, je ne l'ai pas fait bouger, mais ça ne dépend pas de z. Donc ce que je viens de montrer, c'est que si ça, je l'appelle an, je viens de montrer qu'on a l'égalité que la série somme des an z puissance n converge pour tout z dans le disque unité ouvert. Donc son rayon de convergence, c'est au moins 1, et que d'autre part, on a égalité entre f de z et cette série. Donc on a obtenu exactement ce qu'on cherchait, à savoir des coefficients tels que f de z s'écrivent somme des an zn. Donc, le rayon de convergence de la série somme
de AN ZN est supérieur ou égal à 1, bah oui, puisqu'on a dit que si la série converge, elle converge sur tout le disque. Enfin, si la série converge en 1 Z, elle converge bien sur tout le disque. Bon, l'important, c'est que du coup, je sais que la convergence est bonne. Donc le rayon de convergence de cette somme est supérieur ou égal à 1. Le fait que la somme converge, c'est parce que j'ai eu le droit d'échanger série à intégrale, c'est tout. Et on a, pour tout Z, de modules strictement plus petits que 1, on a f de z égale somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini des AN Z. On vient de montrer qu'une fonction holomorphe était analytique, développable en série de z moins z0 puissance n au voisinage de chaque z0. Je vais après écrire les coefficients en refaisant apparaître z0 et r, parce qu'on s'en sert souvent comme ça. En particulier, maintenant on sait qu'une fonction holomorphe est dérivable une infinité de fois, puisque ça vient d'une série entière, et on sait que la dérivée d'une fonction holomorphe, ça devient la dérivée d'une série entière. Enfin, si je restreins l'ouvert, ça devient juste la dérivée d'une série entière. Donc localement, la dérivée d'une fonction holomorphe, c'est encore la somme d'une série entière, et donc c'est encore holomorphe. On vient de montrer que si je peux dériver une fois, alors je suis développable en série entière, et donc je peux dériver une infinité de fois. Ça, c'est vient d'obtenir la propriété fondamentale des fonctions holomorphes, qui est que C dérivable suffit à être développable en série entière, et que ce qui se cache derrière, c'est le théorème de Cauchy-Goursat et la formule de Cauchy. Alors je vais ici écrire la formule pour AN, essayer de la garder maintenant. AN égale, alors avec les bonnes notations, comment est-ce que je veux l'écrire ? Alors si, je vais tout de suite écrire la formule correctement et après on reprendra les notations. 1 sur 2i, intégrale sur le cercle de centre Z0 et de rayon R de f de xi sur xi moins z0 puissance n plus 1 dxi. Alors maintenant, une remarque. Ici, ce coefficient, c'est finalement juste, si on le regarde, c'est l'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 de f de xi sur xi à la puissance n plus 1. Parce qu'il va falloir payer un exponentiel it pour intégrer la dérivée dans l'intégrale. Donc ça, c'est l'intégrale. Je vais écrire ici. Ça, c'est l'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 de f de xi avec le terme 1 sur 2pi que je mettrai après, sur xi puissance n plus 1 de xi. Encore une fois, c'est parce que si je paramètre en exponentiel it, je dois mettre un i exponentiel it ici. Donc ça augmente la puissance de 1 et il faut mettre le 1 sur 2i-pi. Donc on retrouve bien cette formule, qu'on a montré cette formule-là dans le cas z0 égale 0, r égale 1. Et ensuite, par translation en Motesi, on récupère cette formule-là en général. OK. Ce qu'on a, c'est qu'on peut écrire f de z égale la somme pour n allant de 0 à l'infini des an z moins z0 puissance n. Et la définition de R c'est n'importe qui, tel que le disque de centre Z0 et de rayon R soit contenu dans mon ouvert U. Donc ça, je le mets de côté pour la suite. Et tout ça, c'est juste venu de la possibilité, dans la formule de Cauchy, d'échanger somme et intégrale et d'un développement par une série géométrique. Enfin, dans le développement d'une somme géométrique, le exponentialité sur exponentialité moins z qui apparaissait, on a reconnu la somme d'une série géométrique. C'était ça le point clé. En particulier, qu'est-ce qu'on obtient maintenant la formule de Cauchy appliquée à f? C'est quoi ce coefficient-là? Quand je développe en série entière, comme on a vu les coefficients de la série dérivée, la valeur en z0 de f n sur factoriel n, c'est exactement mon coefficient an. Donc c'est ce coefficient 1 sur 2i-pi intégrale sur le cercle de centre z0 et de rayon r de f de xi
sur xi moins z0 puissance n plus 1 dxi. Et ça, c'est dès que le module de z moins z0 est strictement plus petit que R, et bien sûr, le disque de centre z0 et de rayon R est contenu dans mon ouvert U. Et ici, si je veux intégrer là-dessus, c'est le disque fermé. Je veux que la fonction soit définie au bord du disque. OK. Maintenant, est-ce que je vais écrire tout de suite les égalités et inégalités de Cauchy? Oui. Alors, on utilise souvent les inégalités de Cauchy. Je vais d'abord écrire une égalité. Alors, on a, toujours sur les mêmes hypothèses sur f, que la somme pour n allant de 0 à l'infini des... alors, notation que f n de z0 sur factoriel n au carré égale 1 sur 2pi intégrale sur mon cercle, donc toujours sur l'hypothèse que tout le disque fermé de centre Z0 et de rayon R est contenu dans mon ouvert de... et il faut que je mette un cas. Est-ce que je voulais dire quelque chose? Ouais, non, ça c'est vraiment moche la façon dont je l'écris. On va écrire tout de suite comme ça. Je vais écrire ça comme ça. Intégrale de 0 à 2pi. Le module de f de R plus exponentielle it au carré dt. OK. Et ça, c'est très important parce que ça nous dit que chacun des coefficients ici est plus petit que cette intégrale, qui elle-même est plus petite que le sup de f au carré. Donc ça nous donnera plein de conséquences. Liouville, principe du maximum, etc. Ils viennent de cette inégalité. Comment est-ce qu'on montre ça? Ben, alors ça, je vais le réappeler, il s'appelait... c'était juste mon AN, hein, donc je vais juste le réappeler AN. La somme pour n allant de 0, non, peut-être que je vais écrire, f de z0 plus r exponentialité. Alors, comment est-ce que je vais écrire ça? S'écrit comme la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini. J'écris juste ma série ici, hein, des AN, z moins z0 puissance n, z moins z0, c'est r exponentialité, donc des Rn exponentielle int. Et alors, on pourrait tout refaire à la main, mais nous, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît une série de Fourier. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas de coefficient négatif, mais ça, c'est un développement en série de Fourier d'une fonction continue. Donc, on peut appliquer Parseval. Parseval nous dit que la moyenne, donc c'est une série de Fourier d'une fonction 2pi périodique, la moyenne du carré, 1 sur 2pi l'intégrale du module au carré, c'est la somme des modules des coefficients au carré, et du coup, il me manque un r puissance, pardon, ici, il me manque un r puissance 2n, que j'avais oublié dans mes notes, c'est pas bien. Donc ici, il y a bien r puissance 2n hein, qui vient du fait que le coefficient de cette série, c'est an r puissance n. OK. Donc ça, c'est l'égalité de Cauchy. Et plutôt que de la... alors c'est important de savoir qu'elle existe, mais plutôt que d'apprendre par cœur l'énoncé, il faut se rappeler de cette formule-là, la formule de Cauchy, savoir qu'on a ça, et que du coup, les inégalités de Cauchy, elles se retrouvent immédiatement en écrivant la valeur sur un cercle et en appliquant Parseval. En plus, quand on essaie de l'utiliser par cœur, comme j'ai fait, on oublie des coefficients, alors que quand on la retrouve, comme on a fait ensuite, on retrouve notre coefficient r à la puissance 2n. Et maintenant, l'inégalité, enfin les inégalités de Cauchy. Donc toujours sur les mêmes hypothèses sur f, hein, les holomorphes sur un ouvert U,
on a un petit disque fermé de centre Z0 et de rayon R qui est contenu dans U. Et inégalité de Cauchy, c'est ce que je disais, que pour tout n, f n de Z0 sur factoriel n est plus petit que 1 sur R à la puissance n fois le sup sur le cercle de centre Z0 et du rayon R de module de f de c. En particulier, bon, pour s'avancer un peu sur ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, le théorème de Liouville, une fonction entière bornée et constante, ben c'est juste que si elle est bornée, ça c'est une constante majorée par une constante indépendante de z. Si je fais tendre R vers l'infini, j'obtiens que pour toute n, f n de 0 vaut 0. Et ça, si une fonction est... Ce qu'on a vu, j'aurais peut-être dû insister là-dessus d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que du moment que j'ai un disque contenu dans un ouvert sur lequel f est holomorphe, la série de Taylor associée, la série entière associée en puissance de z-z0 converge sur tout ce disque. En particulier, si la fonction est holomorphe sur C, si c'est une fonction entière, sa série entière converge sur C tout entier. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai fini cette vidéo? Ah oui, non, je voulais mentionner, on peut aussi améliorer donc moi je me suis servi du théorème de Morera en version 1 pour établir le théorème de Cauchy-Goursat, mais théorème soit U en ouvert de C et f, une fonction de U dans C continue tel que pour tout triangle tracé contenu dans U. Quand je dis triangle contenu dans U, c'est bien le triangle est contenu dedans, au sens où l'enveloppe convexe des trois sommets est contenue dedans, le triangle, le bord, et tous les points intérieurs sont contenus dans U. Et on conclut que F est holomorphe sur U. Et pourquoi? Parce qu'on a vu que f admettait une primitive, parce que ici, pour montrer que f est holomorphe, on peut aussi bien supposer vu qu'holomorphe c'est une notion locale, on peut se placer sur un voisinage de n'importe quel point, on doit montrer qu'elle est holomorphe au voisinage de ce point. Par convexité locale, on se restreint donc au cas où U est un ouvert convexe, et dans ce cas-là, on a vu, par la première version du théorème de Morera, que les intégrales sur les triangles valent 0 sur un ouvert convexe. Ça implique que ma fonction admet une primitive holomorphe. Et du coup, si elle a une primitive holomorphe, f est la dérivée d'une fonction holomorphe. Et maintenant, par ce qu'on a vu ici, par ces histoires de développement en série entière, f est donc elle-même holomorphe, parce que maintenant on est capable de dire, d'affirmer que la dérivée d'une fonction holomorphe est elle-même une fonction holomorphe. Donc en fait, ici on voit qu'on a un si et seulement si on rajoute U est un ouvert convexe. Une fonction holomorphe sur un ouvert convexe, c'est exactement une fonction continue dont les intégrales sur des triangles valent 0. En général, on pourrait être holomorphe, mais avoir des intégrales non nulles sur des chemins fermés, ben ça c'est ce qui arrive avec z donne 1 sur z. Est-ce que je voulais dire quelque chose de plus? Je ne crois pas. Et maintenant, on va pouvoir passer dans la vidéo suivante à la preuve des grands théorèmes, prolongement analytique, théorème de Liouville, que j'ai déjà un peu mentionné, principe du maximum. Merci.